Moi je vois la créativité comme une flamme qu'il faut entretenir et en fait quand elle s'éteint c'est très très compliqué de la rallumer. Todd Phillips qui s'inspire pour Joker, il s'est inspiré complètement de Scorsese. C'est-à-dire t'as plus le droit de critiquer un truc qui n'est pas dans ta compétence. Comme on dit, les avis c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Est-ce que le cinéma doit être politique? Il testait plus de 100 miniatures par épisode de podcast. Plus ta vidéo est longue et plus t'as des messages constructifs. Quand on est sur TikTok, on est juste une vidéo de plus. On se retrouve 15 jours après, ça fait quoi 15 jours? Ça fait 15 jours. Bon, peut-être qu'on sortira un épisode tous les 3 semaines finalement. Bon, on verra. On a peur d'être à court d'idées. Ouais, mais vu toutes les dingueries qui se passent dans ce monde actuellement, ça devrait aller. D'ailleurs, je voulais commencer le premier sujet, direct, et par rapport à l'inspiration. Et par rapport à la page blanche, parce qu'on est dans un métier où, en fait, notre cerveau, c'est un peu le moteur de notre activité. Et on a tout le temps, 80% du temps, besoin d'inspiration. Que ce soit pour les créations pour nos clients ou des créations pour nous-mêmes, création de contenu. Donc toi, comment tu fais aujourd'hui pour garder cette flamme? Parce qu'en fait, moi, je vois la créativité comme un peu comme une flamme qu'il faut entretenir. Et en fait, quand elle s'éteint, c'est très très compliqué de la rallumer. Et ça, je sais pas si t'as le même truc un peu comme un... Oui, ça m'est déjà arrivé un peu certaines fois où j'avais plus du tout d'inspiration. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que les moments où j'ai plus d'inspiration, c'est les moments où je me plonge plus dans d'autres œuvres d'art. Où je regarde plus de films, je regarde plus de documentaires, je regarde plus de séries, je regarde plus rien. Donc en fait, c'est ces moments-là où j'ai plus aucune source autre que ce que je fais, parce que des fois je suis trop plongé dans mon travail ou que même peu importe, je fais d'autres choses et donc j'ai pas le temps de regarder des films. Et bah, ce qui fait que je me sens beaucoup moins inspiré créativement parlant. Donc tu penses que l'inspiration en fait est nourrie par les autres? Bah oui, clairement oui. Ouais. Oui, moi je pense ça, oui. C'est-à-dire qu'il faut s'inspirer des autres, quoi, en quelque sorte. Et réadapter. Tu vois, c'est un truc c'est intéressant parce que je le dis souvent quand je fais des formations aux élèves, c'est tout le temps ce que je dis, c'est allez regarder ce qui se passe ailleurs. C'est comme ça que vous allez réussir à créer des choses qui seront déjà concrètes, faisables, et en plus de ça qui paraîtront professionnelles et qui seront acceptables pour les spectateurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que moi, je vois le risque de regarder beaucoup de contenu pour s'inspirer. C'est aussi un risque d'être coupé en fait, de ses envies, d'être coupé de ce qu'on a vraiment envie de faire et d'être coupé de sa créativité. Parce que je pense que, sincèrement, la créativité vient dans l'ennui. Et on est dans une société, une période où en fait, c'est très compliqué de s'ennuyer. Et en fait, on est tout le temps stimulé par des contenus extérieurs. Et c'est aussi un risque, je trouve, de compter que sur le contenu des autres pour son inspiration. Je vois dur. Ouais. Complètement ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, pour moi, les plus grands créateurs d'images au cinéma, les plus grands réals, ils sont complètement... Ils puisent leur inspiration dans les œuvres picturales qui les entourent, tu vois. Quand t'as Scorsese qui réutilise des tableaux de Klimt, quand t'as John Ford, il s'est inspiré de tellement de peinture, en fait. Mais ça, on l'oublie quand tu regardes des films, mais c'est inspiré de tout ce qui les entoure. Et c'est ça qui en fait des œuvres d'art, en fait. Ouais. Hier, c'est marrant parce que hier, je redécouvrais Citizen Kane, que j'avais pas vu depuis 15 ans, je pense. Et je l'ai regardé avec un œil un peu nouveau, un peu moins novice par rapport au cinéma. Et je me suis dit, putain... En avance sur son temps, c'est ça. En avance sur son temps, de 1. Et de 2, mais combien il y a de films qui ont été inspirés par Citizen Kane? C'est un truc de fou, quoi. En fait, tu te rends pas compte, c'est vraiment une source d'inspiration. Et je crois que c'est l'un des films qui a le plus inspiré. Il est noté dans le film le plus inspirant pour les réalisateurs. C'est un film qui est arrivé, et pour le coup, lui, tu peux dire, l'inspiration, c'est pas bien, il faut pas regarder des contenus. J'ai pas dit ça. Il y a un risque. Il y a un risque, peut-être, mais ça n'empêche que les producteurs de Orson Welles, qui est le réalisateur de Citizen Kane, disaient que... Donc, il faut savoir que Citizen Kane, c'est son premier long métrage à Orson Welles. Donc, le mec, il est arrivé... Il est arrivé, il a fait « Je vais vous réinventer le cinéma ». Et en fait, les producteurs, ils disaient que avant le commencement de la production du film, même de l'écriture, ils s'enfermaient des journées entières à regarder un film de John Ford. Je crois que c'est La Chevauchée Fantastique, mais je suis plus trop sûr, mais je crois que c'est ça. Et en fait, ils le passaient en boucle. Il prenait des notes, il regardait, il faisait... Et en fait, il s'inspirait,
mais le mec s'est inspiré déjà d'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, mais a su recréer quand même un autre univers parce qu'il a pas juste copié John Ford, parce que je vois pas trop des cow-boys dans Citizen Kane, tu vois. Mais sur les plans, peut-être la photographie, c'est beaucoup inspiré aussi. Parce que John Ford est un grand créateur d'images, mais John Ford reste quand même assez classique, on va dire, que c'est lui qui a un peu créé le modèle du western avec des grandes vallées, des grandes couleurs, tout était... Le plan américain. Ouais, ça doit bien en faire partie des précurseurs de ce truc-là. Donc, a lui-même un peu révolutionné le cinéma, mais Orson Welles, il a fait complètement autre chose. Il a vraiment parlé avec son image. C'est lui qui a dit on va utiliser la profondeur de champ pour raconter des choses. Bah, si tu l'as redécouvert hier, tu vois, il y a ce fameux plan où t'as l'enfant qui joue derrière avec les parents devant. Ça, c'était incroyable. En c'était plus, insane à l'époque. Le cadrage est complètement original, quoi. Ils sont vraiment sur le côté et ça met en valeur l'enfant qui est en fond. Et c'est vrai qu'ils avaient l'habitude de mettre en valeur les gens qui sont au premier plan, quoi, les objets qui sont au premier plan. Donc lui-même, Orson Welles, s'est inspiré d'autres œuvres pour créer Citizen Kane, qui elle-même a inspiré d'autres personnes. Bah, tu vois, comme Todd Phillips qui s'inspire, bon là c'est même, il y en a écrire au plagiat, mais Todd Phillips qui s'inspire pour Joker, il s'est inspiré complètement de Scorsese. Donc en fait, et pourtant Joker, tu vois, a fait parler de lui parce que c'était quand même un film ça fait un espèce de renouveau dans Hollywood en disant ça y est, on propose des nouveaux films, des vrais films. C'est un film d'auteur, hein, limite. Ouais, limite, c'est à cette limite-là. En fait, il faut s'inspirer des meilleurs et après réadapter à sa façon, quoi. Faut pas s'inspirer de John Watts, le réalisateur de Spider-Man No Way Home. Non, ça y est, on va se faire insulter encore. Oui, parce que tu faisais une critique ciné chez Blun avant. Ouais, à l'époque. Et tu t'es fait beaucoup striker parce que t'as critiqué des films mainstream que tout le monde, que beaucoup de personnes kiffent. Ouais. Et t'avais pas le discours qu'on avait l'habitude d'entendre en critiquant. Bon, surtout sur Spider-Man, ouais, où je me suis fait. Ah, tu t'es fait insulter sur Astérix aussi. Hein. Alors que c'est de la merde. Hein. Oui, non mais Astérix, c'est on vraiment. peut avoir un consensus. Astérix, c'est vraiment de la merde là, pour le coup. Ouais. Mais quand même, il y a plein de gens. En fait, qui te disaient ouais, t'es pas légitime, machin. C'est hyper intéressant parce qu'il y a un truc qui se passe beaucoup quand tu critiques des films et qui en soi peut être légitime. Je pense que c'est différentes façons de penser, mais c'est le fait que les gens te disent bah fais mieux. Ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est comme si tu critiquais une œuvre, je sais pas, une sculpture, mais tu n'es pas sculpteur. T'as le droit de critiquer. Ça veut dire que t'as plus le droit de critiquer un truc qui n'est pas dans ta compétence. Ce serait ça. Mais dans leur idée, je trouve que pourquoi, enfin, tu vois, même si toi t'es pas légitime de le faire, pourquoi tu critiques quelqu'un d'autre? Je me pose beaucoup, ça m'est arrivé beaucoup de me poser cette question du coup à ce moment-là, et j'ai pas vraiment trouvé réponse valable en me disant lequel est le mieux, lequel est moins bien. Je pense que chacun a le droit d'avoir son avis en fait aussi. Oui. Et t'as le droit de le dire sur de la place publique, ton avis. Et quand tu dis ton avis, il faut aussi accepter qu'il y a un contre-avis derrière. Et qu'il y a des gens qui vont te critiquer. Comme on dit, les avis, c'est comme les trous du... Tout le monde en a un. C'est dans le hook, ça. C'est dans le hook. Avec un petit bip pour que... Mais c'est dans le hook. Toi, qu'est-ce que tu en penses pour toi? Vraiment, c'est faux. Enfin, tu peux continuer à critiquer même si t'as pas les compétences. Ouais, bah, comme je disais, si tu n'as plus le droit de critiquer un domaine ou une personne où tu... Enfin, t'as pas la compétence, ça veut dire que t'as plus le droit de critiquer. T'es obligé de critiquer que des gens qui sont dans ton domaine. Et c'est triste, tu vois. Ouais, mais il y a critique et avis, attention. C'est ça, mais parce que, tu vois, ce que j'aime pas, c'est quand les gens ils critiquent, ils disent c'est de la merde. C'est pas constructif. Si c'est pas constructif, il n'y a pas d'intérêt. T'as pas de point de vue, t'as pas d'intérêt, t'as pas c'est pas concret en fait, ton avis. C'est pas bien. Parce que le cinéma, c'est un bon exemple, où la musique... le cinéma, il y a plein de personnes hyper calées qui vont critiquer ou donner des avis sur leur film, mais en fait ils savent pas réaliser un film, ils sauront jamais réaliser un film de leur vie. Pourtant on a besoin d'eux, en fait on a besoin de leur avis parce que c'est eux le public, en fait les films sont faits aussi pour ces gens-là. Franchement, il y a quelques années je suis allé au César voir la compétition des courts-métrages et j'ai eu mal quoi. Désolé, hein, mais c'était vraiment creux. Mais en fait, t'avais toujours souvent, c'était des personnes âgées. Oui, oh non, mais quand elle a dit ça, j'ai senti une émotion pour faire transparaître ça. Et vraiment, c'était...
Le cinéma d'auteur à la Godard. Ouais, non, mais ça c'est même pas Godard, c'était vraiment... Si, parce que ça a fait beaucoup de mal, la nouvelle vague, dans cet esprit-là, au cinéma français. Et le cinéma français a vraiment du mal à s'en ressortir. Là où le cinéma américain n'est pas du tout comme ça. Est-ce que la nouvelle vague, c'est pas l'identité du cinéma français dans le monde aussi? Tarantino s'est inspiré du cinéma... Mais complètement, mais c'est ce qu'on garde. Hein. C'est ce qu'on la nouvelle vague, en France, on n'arrive pas à s'en sortir. On a un truc en France dans le cinéma où, ok, c'est bien la nouvelle vague, mais pareil, il faudrait s'inspirer de la nouvelle vague et la réinventer. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu du mal. Il y a quand même des œuvres qui changent. Hein. Quand on dit film d'auteur en France, tu penses tout de suite à des films chiants, à des films pompeux, qui sont pas bien réalisés, faits un peu à l'arrache, mais c'est pas grave, c'est la vision de l'auteur. Pourquoi l'industrie, je pense au César surtout, valorise que des films comme ça? Et en fait, va pas valoriser des films un peu plus originaux ou des films un peu plus... je sais pas, qui change en fait de ce truc. Parce que là, vraiment, c'était une discussion de 10 minutes entre deux mecs qui parlaient sur un arbre. Waouh, en fait, je me suis dit, putain, il y a d'autres festivals qui balancent des films, mais incroyables. J'ai été à d'autres festivals il y a des films incroyables, hyper originaux, et tu te dis, putain, mais c'est ça qu'il faut mettre en avant, alors que c'était des petits festivals, tu vois. Et pourquoi on met pas ça au César? Dans notre culture latine, on met en valeur le drama, le dramatique, par rapport à tout ce qui tourne autour de la comédie. Et ça c'est-à-dire parce que ce qui fonctionne le plus, c'est les comédies en fait en France. Ce qui fonctionne le plus, c'est les comédies. Par contre, t'en vois beaucoup des comédies dans les festivals. Les comédies fonctionnent très bien au niveau du public, mais très mal au niveau des critiques. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, du coup, tous les festivals, que ce soit les Césars, même les Oscars, en vrai, hein, la plupart du temps, tu vois, c'est des films dramatiques. Hein. Parce que on a ce point de vue il faut que ce soit triste. En fait, quand tu fais rire, quand c'est drôle, c'est pas forcément de la qualité. Les films français, il faut que ça parle de société. Il faut que ça soit des films sociaux. Il faut qu'il y ait un côté social pour réussir. Si t'as pas ce côté social, ça marche moins. Genre la science-fiction... Alors que on a eu Georges Méliès quand même en France, tu vois. Est-ce que le cinéma doit être politique, de manière générale? Tu sais, j'ai un ami avec qui on se pose beaucoup cette question, un ami qui est réalisateur. Et il me dit... Et on avait déjà beaucoup parlé, et lui me répond toujours la même phrase, c'est... le cinéma n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que t'es pas obligé de faire un film politique, mais tu peux toujours en voir des ressorties politiques de ce film-là. Ouais. En fait, c'est ça, plus ou moins visible. Plus ou moins visible. Mais c'est ça le problème, là, on en revient en France, c'est très visible. C'est pas du tout subtil. C'est à l'appel. C'est à l'appel, c'est pas subtil en fait, la politique et le côté social. Parce que finalement, le cinéma, il y a des messages. Ça, c'est obligatoire. Il faut que tu aies un point de vue. Il y a un point de vue forcément qui se fait voir plus ou moins dans l'œuvre. Mais ça revient à la question, est-ce que tout est politique? Parce que pour moi, le cinéma, non, c'est pas forcément politique. Est-ce que toutes les œuvres d'art sont politiques? Bah non. Est-ce que l'art est politique? Bah non. Il y a un avis, mais c'est quoi la politique? Il faut redéfinir ce que c'est politique. Est-ce que politique, c'est avoir un avis? Parce que tu vois, chaque œuvre d'art a une histoire, chaque œuvre d'art a une conception d'un artiste, d'un créateur, d'un peintre, d'un réalisateur. Avec son point de vue. Qui a un point de vue et qui a une vie aussi. Et donc, ce serait le point de vue de cet artiste-là qui serait pris en compte dans l'œuvre. Et c'est quoi le rapport avec la politique? Bah, peut-être que, je sais pas, s'il est plus de gauche, plus de droite, et qu'après, il en ressort dans son œuvre. Je sais pas si son œuvre est féministe. Moi, j'espère sincèrement que c'est pas le cas. J'espère sincèrement... ce serait triste, en fait, de dire juste le cinéma doit être politique. Franchement, je trouve ça triste. Et tu vois, je pense qu'il y a d'autres choses à raconter. Barbie, c'est politique. Ouais. Et pourtant, ça a été fait par... Enfin, c'est un film complètement de droite, fait par Mattel pour le pognon. Oui, mais le problème, c'est que justement, on voit de plus en plus, même dans les grosses productions américaines, ce côté, il faut faire ressortir le côté politique. Encore plus qu'avant. De plus en plus. Parce que ça marche. Parce qu'en fait, on est dans une société où il faut avoir son avis sur un côté politique. Donc même les films doivent avoir leur avis sur le côté politique. Regarde, même Oppenheimer, ouais. T'as le point de vue américain. Ouais. Bon, après, tu vois quand même le mec, comment il... Donc tu penses que... la descente aux enfers d'Oppenheimer. Ouais.
les films américains sont des films de propagande? Parce qu'on dit ça sur les films russes ou les films nord-coréens ou j'en sais rien. Oui, mais on se pose même pas la question. On se pose pas la question. Ça revient au soft power américain. Voilà, on dit ça, c'est de la propagande. Mais est-ce qu'en fin de compte, les films américains sont pas aussi des propagandes? Les films de super-héros, les films American Sniper, tous les films de Clint Eastwood. Clint Eastwood est de droite, non. Bah après, c'est même pas de droite ou de gauche. Enfin, c'est très américano-centré en fait. Si, parce que c'est un... Oui, mais les Américains, ils ont pas droite et gauche, hein. C'est pas comme nous. Oui, c'est vrai, mais dans notre vision des choses, c'est... Ouais, mais c'est vrai que bon, dans un film, il faut transcrire un message, il faut transcrire une émotion, il faut faire passer un message à des gens. Donc c'est un messager en fait, le film, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Mais tu vois, Oppenheimer, est-ce que tu le considères comme un film de propagande parce que tu vois vraiment le gars qui, au final, regrette ce qu'il a fait? Tu vois en fait, même si tu vois pas vraiment le point de vue des Japonais, le point de vue vraiment de ce qui s'est passé, bah tu comprends juste par le storytelling du mec qu'il se dit putain, qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, Oppenheimer, c'est un film de propagande justement. Parce qu'il vient humaniser le mec qui a créé la guerre, qui a créé la bombe nucléaire et qui a tué des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Même si j'adore Oppenheimer, il est incroyable ce film, j'adore Nolan. Viens, on continue en ASMR. Ouais, vas-y, ok. C'est quoi le prochain sujet? Je sais pas, j'ai regardé. Franchement, on devrait faire tout l'épisode comme ça. Non mais en vrai, c'est agréable pour les gens. Ils peuvent écouter ça en dormant. Enfin bon, faut pas qu'ils s'endorment non plus. Je sais pas si t'as vu, mais Instagram sont en train un peu de changer leur algorithme pour essayer de pousser les petits créateurs. Parce qu'ils se rendent, ouais, c'est une bonne initiative. Ils se rendent compte qu'il y a une polarité un peu. Les gros en fait vont avoir toute l'attraction des vues et etc. des interactions. Et les petits comptes, même ceux qui font du contenu régulier, n'arrivent plus à sortir. On en parlait sur LinkedIn, c'est un peu pareil sur LinkedIn. Sauf que là, Instagram vont commencer à changer un peu l'algorithme pour mettre un peu plus en avant les créateurs petits. Donc ce qu'ils vont faire avant, les créateurs petits, ils te montraient ton contenu à un petit pourcentage de ton audience. Et si tu as peu de réactions, si ton audience a peu de réactions, ça va pas au niveau supérieur. Ça te montre pas toute ton audience et ça ne sort même pas de ton audience. Là, en fait, ils vont prendre un petit échantillon. Au lieu de prendre un petit échantillon seulement de ton audience, ils vont prendre un petit échantillon d'une audience plus globale que tu n'as pas. C'est pas tes followers. Et donc, voilà, s'il y a des interactions, ça lui donne un peu plus de chance de sortir un peu si tu n'as pas beaucoup de followers, de pouvoir péter. Et en fait, ils reprennent un peu, c'est TikTok qui font ça. Ça reprend TikTok. Non, après, il y a le côté, je sais pas si ça te parle, être trop gentil dans le business. Si. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, en fait, il faut être gentil, il faut être bien vu par tous les clients et tout. Et en fait, tu t'enfermes dans un truc où en fait, tu deviens un peu esclave de tes clients. Et je pense que c'est important de savoir dire stop, de savoir dire non et de savoir poser ses limites. Parce qu'en fait, les clients, eux, n'auront pas de limites en fait. Donc il vaut mieux que toi, tu les fixes. Ouais, t'as raison. Je vois ce que tu veux dire. Parce que oui, effectivement, j'ai eu cette période-là où j'étais gentil, j'acceptais des prix dérisoires, des services trop hauts. Et du coup, ce qui a fait que, déjà, pour toi, c'est pas bien. Parce que, à un moment, tu vois, j'avais plus de vie. Et du coup, et en plus, tu te mets pas bien avec le client parce que tu rends pas des trucs à temps parce que t'as trop de taf qui te demandent pour que dalle. Et puis, les clients les plus relous, c'est ceux qui payent le moins. Et c'est vraiment, moi, j'avais déjà entendu ça, je dis, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est un truc de ouf. Parce que forcément, en fait, si tu réfléchis, ils ont moins d'argent, ils ont moins envie de mettre d'argent dedans, donc ils sont vraiment regardants sur le résultat parce que ils vont se dire ouais, j'ai mis cette somme et pour eux là, cette somme c'est un truc de ouf, tu vois. Alors que c'est que dalle. Alors que c'est que dalle pour toi, ouais. Mais peut-être que pour cette personne c'est beaucoup. Mais du coup c'est peut-être pas. Faut peut-être que cette personne arrive sur Fiverr ou c'est peut-être pas la bonne cible. Ou qu'elle fasse pas de contenu en fait, parce qu'à un moment quand t'as pas d'argent. Ou que tu fasses ton contenu toi-même. Oui. Avec ton téléphone. Aujourd'hui tout le monde peut faire du contenu avec son téléphone. Oui, mais après ses clients ils veulent des trucs hyper quali pour faut pour que dalle. Redescendre un peu le standing. Oui. Je pense qu'ils les ont bien redescendus vu qu'après j'ai pas vu de contenu passer de leur part donc. Je sens beaucoup il y a un côté émotionnel. Là. Ouais, il y a un côté émotionnel. Non mais en fait c'est moi, j'aurais jamais dû accepter ce genre de contrat parce qu'au final
ça te met mal avec les gens un peu. Et tu peux revenir un peu sur le truc ou tu veux pas en parler Non, je préfère pas en parler, non. Non, mais non, mais c'était juste pour expliquer le contexte pour les gens. Un petit peu le contexte. J'ai un client qui est venu me voir pour me proposer. Tu dis pas ce qu'il propose, au pire, c'est pas. Non, mais enfin, c'était des vidéos short, et il en voulait une par jour et pour un prix vraiment tout pourri, moins de 20 balles la vidéo, quoi. Donc, et à l'époque, j'étais en alternance chez vous. En même temps, j'étais à l'école et avec tout ça, je devais proposer des vidéos. Donc moi, je m'étais dit, ok, ça devrait aller. Des shorts, c'est assez court. C'est assez court et ça va assez vite à monter. Mais en fait, le client, il voulait des shorts ultra dynamiques avec énormément d'effets, des incrustations dans le fond, des apparitions de texte pour moins de 20 euros. Pour moins de 20 euros. Et bah, du coup, j'ai pas assumé, en fait. À un moment, j'ai dit, je pourrais pas assumer, je suis désolé, j'ai d'autres trucs à faire. Donc, je me suis cassé du... C'est bien que t'aies posé ses limites. Et la leçon de ce qu'on tient de ce que tu dis, si tu passes 2 heures pour un truc qui va te rapporter 20 euros, ça fait 10 euros de l'heure. Donc quel métier surtout que j'étais pas aussi expérimenté qu'à l'époque, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que j'étais hors... Mais même au début, je pense que y a beaucoup de personnes même qui font des trucs gratuits et tout. Et je sais pas si ça renvoie C'est bien au début pour se faire un petit peu un showreel. Mais je sais pas si après tu t'enfermes pas dans un truc parce que ce client il va revenir vers toi. La dernière fois tu me l'as fait gratuit, là tu me demandes 800 balles, mec. Enfin, c'est pas possible. Après ça fait des frictions avec le client. Ce qui m'est déjà arrivé quand tu augmentes tes prix, il fait ah ouais mais non en fait alors c'est bon, on arrête la collaboration. Salut. C'est assez rare d'upscaler ou de signer un client que t'as fait pas cher ou que t'as fait gratuit. C'est vraiment très rare. Ou alors, t'as des gens sympas, tu vois. L'autre jour, j'écoutais ta driver qui disait qu'au début, il était avec son monteur. Et son monteur, il est venu le voir, il lui a dit voilà, il faut que tu fasses du contenu, il faut que ce soit plus monté. Donc, je te fais. Il dit pas exactement les prix, tu vois, mais il dit je te fais quasiment pour que dalle. Je crois même que c'était pas gratuit, tu vois, au début. Et puis après, au fur et à mesure, il dit bon, on commence à avoir des vues, tout ça, je vais te payer un peu. Donc, tu vois, c'est bien d'avoir des gens avec un peu d'humanité comme ça. Je pense que c'est assez rare. Pas des vampires. Ouais, c'est. Et toi, ça t'est arrivé ce genre de souci d'être trop gentil? Moi, c'est pas. Moi, franchement, au début, j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. Je me suis dit, je ne braderai pas mes prix. J'ai évalué à combien je voulais payer par heure. C'est ça qu'il faut commencer par là, tu vois. Combien tu veux être payé par heure sur ton travail. Et j'ai essayé de pas trop rogner sur ce truc-là. Mais par contre, j'ai été trop gentil sur tout ce qui est aller-retour. En fait, les gens demandaient toujours plus. Donc au final, je me retrouvais à travailler beaucoup d'heures sur un projet qui me rapportait pas tant que ça. Et au final, mon taux horaire était réduit comme si je l'avais bradé au début, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est poser ses limites. C'est pour ça que dans les contrats, c'est hyper important de dire 3 allers-retours maximal. Même si on arrive à 4, vas-y, on va le faire. Ouais, mais tu vois, moi, je mettais pas des trucs comme ça. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne faisais pas signer de devis, quoi. Donc en fait, pour rappel, un devis, ça vaut pour un contrat. Donc tout ce qui a marqué dans le devis, c'est comme si c'était un contrat. Ça doit être respecté, la personne a signé, et on doit respecter ce contrat ensemble. Moi, j'avais un sujet par rapport J'aurais peut-être pu rebondir tout à l'heure quand on parlait des courts-métrages. Je sais plus comment ça s'est passé exactement. C'est que là, t'en es à ton 10e court-métrage. Donc déjà, félicitations. Si tu veux en parler un peu après du prochain qui est en cours, on peut dire le titre. Luna. Et je voulais savoir, peut-être à des gens qui potentiellement nous regardent, peut-être des conseils que tu pourrais donner pour réaliser son propre court-métrage. Peut-être à des jeunes qui voudraient se lancer ou même des plus vieux. Ouais, on peut se lancer à n'importe quel âge. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que je pense que le frein numéro 1 pour quelqu'un pour se lancer, c'est le matériel. J'ai pas de matériel. Et en fait, d'ailleurs, j'ai fait un post ce matin sur LinkedIn sur ça. En fait, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. On n'a même pas besoin de matériel. On peut même tourner son premier court-métrage avec un téléphone. Et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. D'ailleurs, le deuxième frein, c'est d'attendre que l'idée soit parfaite pour agir. Non, en fait, c'est l'inverse. C'est en faisant des courts-métrages que tu deviens meilleur. J'en suis au 10e parce que je suis dans ce process de je veux m'améliorer et je le fais avant tout pour m'améliorer, pour rencontrer des gens aussi. J'ai rencontré des personnes formidables. Et pour m'améliorer, c'est toujours faire mieux. Et en fait, je vois mon évolution. Au début, c'était très...
voilà, mon premier court-métrage, c'était vraiment Tarantino, un peu, ou les frères Coen. C'était un mélange entre les films des frères Coen et Tarantino. Et là, pour le coup, c'était pas subtil. Hein, je reprenais vraiment des plans pratiquement. Mais ça m'a aidé à me lancer à partir de zéro, tu vois. Et ce qui a changé dans ma manière de créer des courts-métrages, c'est le court-métrage Laura. Donc, un court-métrage où, de base, c'était personnel, mais je me suis pas investi plus que ça dans la création de ce court-métrage. On l'a fait avec Item. Et en fait, j'ai vu l'impact que ça avait sur les gens, ce court-métrage. Alors que je trouve loin d'être parfait. Hein. Vraiment, je suis pas hyper fier de la photographie de ce court-métrage et tout, mais je suis fier de son impact, par contre. Et il a eu un impact de ouf. Là, on a 600 000 vues sur YouTube, mais au-delà de ça, on a énormément de retours, et il y a eu un impact sur, je pense, presque la vie des gens, mais parce qu'il y a vraiment des gens qui m'ont dit dans les commentaires... de un, ça m'a fait du bien de voir ce court-métrage. Je me sens Laura et je m'identifie à cette personne et ça me fait du bien. Et il y a les autres, j'ai eu des commentaires de gens qui harcelaient et en fait qui ont pris conscience de ce qu'ils faisaient, et ça c'est incroyable par rapport à Laura. Et là je me suis dit un truc de fou, quoi. Vraiment la puissance. En fait, j'avais pas compris ce qu'on voulait dire par la puissance du cinéma, en fait, et donner un message dans le cinéma. Avant, j'avais pas vraiment de message, je voulais juste emmener les gens dans un univers et c'est tout, quoi. Mais là, à partir de Laura, j'ai commencé à mettre des messages dans mes courts-métrages et je sens que ça a changé mon process de création. J'ai fait un deuxième sur le cyberharcèlement où on se met vraiment à la place d'un mec qui scrolle sur TikTok et qui tombe sur un live où un mec se fait humilier. Et en fait, on se retrouve limite complice de ces mecs-là. Et ça fait Enfin, moi, les retours que j'ai eus, ça fait un côté malaisant, un côté on a envie de l'aider, mais on peut pas parce qu'on est derrière l'écran. Et c'est vraiment ce que je voulais retranscrire. Et pour terminer, le prochain, donc qui traite plus de la dépression. Et c'est un peu pareil. Donc, fort message un peu personnel aussi. Et j'ai voulu montrer dans toute la première partie du film ce côté où, quand on est en dépression, on est vraiment isolé. Tout est gris, tout est sombre. Et en fait, il y a pratiquement... On entend des voix, on entend dans son quotidien, mais on ne voit jamais personne, à part la psy. Il ne voit que sa psy, en fait. Il n'y a que elle dans sa vie, parce qu'il est tellement isolé. Voilà. T'as pas parlé d'un court-métrage, moi, qui me tient à cœur quand même, qui est un peu un ovni dans ta carrière de tous tes courts-métrages. C'est une comédie déjantée, un peu à l'anglaise. Et est-ce que tu veux en parler ou pas du tout? Ouais, si, bah c'est... En fait, c'est une fausse interview, donc avec un humour très anglo-saxon. Et on suit, en fait, en gros, pareil, hein, j'ai vraiment ce truc de... On se met dans le film, parce que là, on est à la place des rushs. C'est comme si on voyait les rushs du caméraman et qu'ils étaient mis bout à bout. Et en fait, on suit ce caméraman et cet intervieweur complètement raté, on ne sait pas comment il a réussi à avoir... cette grande star, mais il arrive à interviewer cette star, donc il l'emmène chez lui, fait de gaffe en gaffe. Il lui propose des cookies. Il lui propose des cookies et un peu de lait. Ce court-métrage, il va sortir sur YouTube au mois de mai, j'espère, fin mai, peut-être début juin. Donc ouais, je vous invite à le regarder. De toute façon, justement, je me pose la question sur Monsieur Corman. Est-ce que je le brande pas sur YouTube comme une vidéo YouTube? En fait, les gens tombent dessus et c'est un court-métrage. Mais j'ai l'impression que, comme tu as raison, si tu brandes le truc en mode court-métrage sur YouTube, c'est compliqué d'avoir une audience, quoi. Tu voudrais essayer de le brander un peu avec une miniature YouTube, un titre un peu putaclic? Avec un titre, genre il a complètement foiré son interview, genre c'est une catastrophe, un truc comme ça. Les gens, du coup, vont cliquer dessus grâce à la miniature, on revient à la force de la miniature. Et après, en fait, c'est un court-métrage. C'est marrant. Franchement, ça peut être à tester. J'ai envie d'essayer. On va faire de l'A/B testing là-dessus. Voilà. A/B testing, on peut en parler? Ouais. Alors, qu'est-ce que l'A/B testing? L'A/B testing, en gros, c'est de tester plusieurs produits, que ce soit des miniatures ou des vidéos, pour regarder quel produit réagit le mieux face à l'audience. C'est-à-dire quel a le plus d'impact. Laquelle a le plus d'impact, et après partir sur celle-ci pour le vrai lancement. Donc, est-ce que tu veux en parler plus techniquement? Je sais que t'en as fait quelques... T'en as fait déjà? J'en ai fait quelques-uns, oui, pour des clients, notamment pour Valdi, qui, en fait... s'inspire du podcast Diary of CEO. Et en fait, la CEO du podcast Diary of CEO disait que il testait plus de 100 miniatures par épisode de podcast.
C'est un truc de dingue. Avec des textes différents, des têtes différentes. Et en fait, pendant la durée totale du premier visionnage, donc de la première sur YouTube. C'est ça, parle-en ça aussi. Comment tu testes concrètement sans miniature? En fait, il faisait que de changer les miniatures pendant la première avec des titres différents et il voyait lequel avait le plus d'impact. Mais comment par exemple, son podcast il dure 30 minutes, comment tu testes sans miniature sur 30 minutes? 30 minutes? Non, Dial of CEO, ça dure 2 heures. Ah oui, d'accord. Donc sur 2 heures, vraiment, je sais même pas comment ils arrivent à avoir vraiment accès à toutes ces métriques hyper précises. Ah ouais, c'est un truc de ouf parce que en vrai, si par exemple ta première elle commence à 1 heure où ton audience elle est pas très disponible et du coup tu mets peut-être les meilleures miniatures, mais les gens vont pas cliquer. Et après, comment voir si c'est vraiment l'impact de la miniature et pas juste l'impact de la disponibilité de ton audience? C'est ça aussi. C'est vrai. Mais je crois qu'ils font aussi du Facebook Ads en amont. Ah oui, voilà. Mais en tout cas, ils testent bien les miniatures pendant la première avec des titres aussi différents, des descriptions différentes. Ça, c'est un truc qu'on se rend pas compte en tant que spectateur. Tu vois de la miniature, tu fais OK, c'est bon, mais il y a beaucoup qui font des tests comme ça. Et ça m'est déjà arrivé, maintenant que je le sais, tu vois. Des fois, je vois des vidéos passer et je vois que le titre est le même, mais que la miniature a changé d'une journée à une autre, tu vois. Et c'est complètement de l'A/B testing. C'est qu'il voit que ça a pas trop marché, il voit que les stats c'est pas ouf, et il essaie de changer. Mais c'est là où on voit la force de la miniature. En fait, la miniature c'est une porte d'entrée. Si la porte d'entrée, si la maison de l'extérieur t'as pas envie de rentrer dedans, qu'elle a abandonné, que c'est une vieille miniature toute pourrie, donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a même des créateurs, j'avais entendu, qui bossent leur miniature, la plupart d'ailleurs font ça, bossent leur miniature avant la vidéo. Ça c'est ouf quand même. Ouais, c'est fou. Est-ce que tu peux faire de l'A/B testing sur de la vidéo? Comment tu fais de l'A/B testing sur de la vidéo du coup? En créant plusieurs vidéos qui sortent en même temps Je pense que le meilleur moyen de faire de l'A/B testing sur la vidéo, c'est de faire des canaux privés et tu les envoies en avant-première sur ces canaux de ces vidéos. Et donc en fait, tu as les retours des spectateurs directement. Des spectateurs qui ont la chance d'être sur ce canal privé. Ouais, mais pour avoir les retours. Les canaux privés, il faut avoir une audience pour faire ça. Ah oui, il faut avoir une audience, oui. Mais quand tu fais de l'A/B, nous on veut faire de l'A/B testing sur le premier épisode de ce podcast. Tu vas faire plusieurs. Bon, pour les miniatures, ok, d'accord. Mais par exemple, si on voulait faire 2 intros différentes. Une intro un peu plus dynamique, une intro un peu plus cool pour voir si ça colle plus à notre identité et à notre audience. Comment on pourrait faire, tu vois? Je sais pas du tout. Il faudrait faire 2 versions, la sortir en même temps et voir avec deux. Je pense pas. Ça marcherait pas. Je pense pas, non. Donc tu peux pas faire de l'A/B testing vraiment en vidéo. Pas comme ça. Faut avoir une communauté, tu l'envoies. Et... Tu peux pas commencer à zéro. Parce que l'intérêt de l'A/B testing aussi, c'est quand tu commences à zéro, essayer d'avoir un maximum de traction sur une audience que tu n'as pas encore, tu vois. Et là, tu peux le faire sur la miniature. On va voir d'ailleurs ce que ça donne. On vous fera un update. Ouais, parce que au moment où on tourne le 2e épisode, le premier est toujours pas sorti. Ouais, ça sera sorti normalement. Si vous regardez ça. Oui, si on regardait ça, le premier sera sorti. Je venais à parler de l'intro de ce podcast, à faire quelque chose de plus dynamique ou plus authentique. Et en fait, on voit de plus en plus de contenu pas du tout monté, face cam, et qui cartonne en fait parce que les gens ont aussi besoin d'avoir un côté plus humain où on parle avec la personne et on va en profondeur dans les propos. Là où les shorts, tout ça allait super vite. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, TikTok pousse les gens à faire des vidéos de plus d'1 minute maintenant. Parce qu'ils ont vu qu'en fait, ça mindfuck le cerveau des gens, qu'on n'arrive plus à avoir du contenu long. Et en fait, pour aller en profondeur dans les propos, tu es obligé d'avoir un contenu de plus d'1 minute. Parce que sinon, tu restes que sur des chapitres. Et voilà, ils essaient de mettre ça en place et on voit, c'est cool, on voit du contenu un peu comme ce qu'on fait là, de podcast de 45 minutes. Les podcasts, c'est en plein boom, donc et puis c'est pas du tout des contenus montés, t'es vraiment avec les gens en fait. C'est pas du tout la même façon de voir les choses. Et ça c'est ouf parce que ça va en contradiction avec ce truc de on consomme de plus en plus. Est-ce qu'il y a 2 communautés différentes? Je pense pas qu'il y a 2 communautés. Je pense que on va pas se mentir, le podcast vidéo a beau bien marcher. Je pense que les gens, ils consomment du podcast pendant leur déplacement. Et moi, je le vois, ou pendant pendant que tu fais du sport, ou tu fais autre chose en même temps. Donc là, vous êtes aux toilettes, là, en train de nous regarder ? Peut-être, ouais.
Entre les plateformes, c'est pas les mêmes personnes déjà. Et je suis venu à ce résultat. Plus ta vidéo est longue, moins tu as de trolls dans les commentaires et plus tu as des messages constructifs. Plus ton contenu est rapide, machin. On le voit sur TikTok, Short et Reels, pas trop, c'est bienveillant Reels quand même. Mais TikTok, Short, les messages sont assez hardcore. Alors que sur des vidéos longues, beaucoup moins. Et je me suis demandé à me dire, est-ce que c'est les mêmes personnes qui vont consommer nos shorts issus du podcast et le podcast en entier? C'était peut-être pas du tout les mêmes. Il y a un truc important, c'est que dans les shorts, tu ne choisis pas les contenus qu'on te propose. Alors que dans les vidéos longues, tu as fait le choix de cliquer dessus. Ouais, c'est intéressant. C'est pas con ce que tu dis. En fait, je pense que quand tu consommes du short, tu suis pas forcément la personne. Elle passe dans ton feed. T'as les gens qui te suivent, qui consomment le short et qui disent « Ah tiens, c'est intéressant, je vais aller voir le podcast ». Donc c'est ces gens-là qui vont être intéressants après, qui vont regarder ton podcast, qui vont te donner leur avis sur ce que tu as dit, sur ce que tu as fait. Donc des gens bienveillants qui sont constructifs. Et de l'autre part, t'as ceux qui te voient passer dans ton feed. Et là, tu te mets à insulter Spider-Man No Way Home, mais là, ils t'insultent dans les commentaires, tu vois. Et donc, ces gens-là, tu les transformeras pas en clientèle de ton podcast complet. Est-ce que c'est pas comme s'il y avait une vitre entre le viewer et nous? Dans le sens où, quand t'es sur du format long, on est plus authentique. Les gens ont l'impression d'être avec nous dans la pièce. Donc ils ont peut-être moins la facilité de nous insulter, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, quand on est sur TikTok, on est juste une vidéo de plus. Des fois, il y a des messages blessants, tu vois. Et ça peut blesser des personnes. Faut prendre du recul. Surtout si vous avez ce genre de message, prenez du recul. Ça sert à rien. En fait, faut se dire, c'est pas vous qu'on insulte, c'est votre contenu. Bon, je sais pas si c'est mieux. Non, mais dites-vous que tu le disais très bien, hein, ces gens ils vous connaissent pas, ces gens ils connaissent pas votre vie, votre vécu, votre passé, donc les prenez pas en compte. Seuls vous et vos proches savent la vérité. Ça fait très gourou ça. Ah merde. On va vous laisser là-dessus. Alors n'oubliez pas du coup de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et d'activer la petite cloche. D'activer la petite cloche comme il dit à chaque fois. Et commentez, franchement commentez, débattez avec nous, on vous répond hein, et on se retrouve dans 3 semaines ou 2 semaines. On sait pas encore. On n'a pas encore choisi. Et on n'a toujours pas trouvé si on faisait un titre ou pas. Le titre. Mais en tout cas, voilà, ça nous a fait plaisir de partager un peu ces idées et d'échanger ensemble, comme on le fait en off d'habitude. Pareillement. Voilà. Bah c'était génial. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.